et tous, ravi de vous retrouver pour cette seconde table ronde de la matinée. Il sera à nouveau question d'innovation, mais d'innovation très concrète appliquée aujourd'hui au secteur aérien. L'idée n'est donc pas de tirer des plans sur la comète avec un hypothétique avion vert 100% hydrogène en 2045 qui arriverait de toute façon trop tard, mais de parler de ce qui se passe aujourd'hui au sol, en vol, de parler des SAF, ces fameux carburants aériens durables, d'électrification, un peu d'hydrogène quand même, mais aussi de coûts d'usage de tout cela. Pour évoquer ces sujets aussi complexes que passionnants, je suis entouré de 5 experts. Jannick Aubier, chef de projet de l'aérodrome de Jonzac en Charente. Sylvain Delzon, directeur de recherche en écophysiologie et agroécologie à l'INRAE et à l'Université de Bordeaux. Nicolas Geland, vous êtes expert environnement et carburant chez Safran. Christelle Martinez, responsable Grand Sud chez Dynamics, une filiale du groupe EDF. Et Mathieu Piron, directeur général Hydrogène Airport du groupe ADP Aéroport de Paris. Bonjour à tous les 5, merci d'être avec nous. Encore une fois, il y aura un temps d'échange, donc notez vos meilleures questions pour tout à l'heure. Nicolas Geland, on va débuter avec vous cette table ronde. Si on schématise, 2 certitudes, le transport aérien doit se décarboner, c'est la première certitude. La deuxième, c'est que ça va coûter cher. Si on parle de technologie aujourd'hui, est-ce qu'il y a une forme de consensus sur ce qui sera le plus efficace, j'allais dire le plus réaliste pour décarboner maintenant et dans les toutes prochaines années? On entre directement dans le vif du sujet, là. On y va. Oui. En fait, le consensus, il est clair, c'est qu'il va falloir l'intégralité des solutions. Parce qu'en fait, la recherche de la solution miracle qui va décarboner, on l'a dit, c'est quelque chose qui pourrait avoir tendance à repousser la question de la décarbonation. Et le transport aérien est quand même un secteur qui est extrêmement particulier, dans le sens où on sait par exemple que les vols de plus de 1500 km représentent 25% des vols, mais plus de 70% des émissions de CO2. On sait aussi que la durée de vie des aéronefs est assez longue, plus de 20 ans, donc le renouvellement du parc prend du temps. Donc il y a des solutions immédiates pour décarboner les flottes existantes. Et ça, c'est typiquement les carburants durables, qui sont, et notamment à base de biomasse, qui sont des carburants qui sont d'ores et déjà certifiés à hauteur de 50%, qu'on va pouvoir utiliser dans tous les aéronefs d'ici quelques 2 ou 3 ans à hauteur de 100%. On y travaille très fortement avec l'ensemble des partenaires, avec des solutions qui existent et des recherches qui sont nécessaires encore pour élargir le spectre des matières premières utilisables. On en parlera sans doute juste après. Et puis après, on sait aussi que ces carburants, ils ont des limites en termes de disponibilité à long terme, en termes de volume, etc. Et donc, il faut travailler sur d'autres solutions. Et c'est là que vont se placer des solutions comme l'hydrogène, comme les solutions e-fuel, les choses comme ça. Et on a tendance à vouloir opposer tout ça. Mais en fait, ça ne s'oppose absolument pas. C'est une totale complémentarité. On doit développer immédiatement ce qui est disponible, ce qui est validé, ce qui fonctionne, à savoir les biocarburants durables, et travailler sur les technologies du futur qui vont venir en complément sur des applications spécifiques, l'avion électrique, l'avion hydrogène, les e-fuels, etc., etc. Alors toutes ces solutions-là, bien entendu, elles ont un coût. Elles ont un coût pour plusieurs raisons, hein, simplement parce que déjà, forcément, lorsqu'on débute une industrie, c'est tout à fait logique qu'on débute avec des coûts élevés. Donc il y a cette mise en place de la machine, cette industrialisation qui est à faire et qui va permettre dans le futur de diminuer un petit peu les coûts. Néanmoins, à long terme, ces coûts, ils resteront plus élevés. Donc la question fondamentale actuellement, je ne vais pas minimiser le travail que l'on mène au niveau technique, mais il y a une question fondamentale qui est la question de la création de ce marché. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à créer ça ? C'est un des gros sujets qu'on va aborder tout à l'heure. On parle des SAF. Sylvain Delzon, vous n'êtes pas ingénieur aéronautique ni aérospatial. Non. Non, mais vous travaillez sur les SAF, parce qu'avant de les mettre dans l'avion, il faut bien les produire quelque part. Expliquez-nous concrètement vos travaux. Oui, donc j'ai la chance d'avoir appris beaucoup de choses ce matin. Je ne travaille pas du tout dans la filière. Donc je travaille plutôt avec une filière agricole qui, vous n'êtes pas sans savoir, qui a actuellement des problèmes économiques beaucoup plus importants que l'aéronautique. Et ça va avoir un rôle à jouer, puisqu'on voit qu'il y a un virage qui est amorcé à l'heure actuelle par ce milieu-là pour produire de plus en plus d'énergie. Parce que la production alimentaire, malheureusement, on va dire, une rentabilité de plus en plus faible à l'hectare. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est sans doute une opportunité pour produire de l'énergie et pour aussi avoir une ressource plus importante pour les agriculteurs. Donc j'ai la chance de travailler dans un projet qui a été présenté par Jean-Baptiste Djebari en introduction, où dans ce projet qui
porté par l'Université de Bordeaux, mon institut INRAE, Bordeaux INP, et la Fondation Bordeaux Université. On essaye d'analyser les différentes voies d'un point de vue économique de toutes ces productions de SAF, que ce soit des SAF donc basés sur des bioressources, mais aussi des e-SAF. Et puis on va implémenter tout ça dans des jumeaux numériques avec un exemple qui est l'aéroport de Bordeaux, comme un gros aéroport régional, pour essayer de regarder la logistique qui est liée à tout ça. Et puis la troisième partie du projet, c'est celle qui m'intéresse plus particulièrement, puisque moi je suis spécialiste en agroécologie, c'est d'essayer de produire de la biomasse au sens large, que ce soit de la graine pour faire de l'huile, donc qui est totalement maîtrisée, ce qu'on appelle le FASPK à l'heure actuelle, et qui produit donc du SAF, du bio-SAF, mais également donc tout ce qui est biomasse ligneuse, que ce soit forestière ou agricole, et on pourra en discuter. Le cœur du sujet, c'est la culture en relais, le relais cropping. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, alors un des projets qui est développé dans ce projet beaucoup plus large, c'est d'essayer de produire donc une graine d'oléagineux qui va produire de l'huile qui pourra être hydrotraitée pour faire du SAF. Actuellement, lorsqu'en agriculture, on vient semer une deuxième culture après la récolte de la première, puisqu'il bien sûr, il est hors de question d'être en compétition avec l'alimentation humaine. Donc on se base sur une culture qu'on appelle secondaire. Il y a la culture principale, le blé, le maïs pour faire du pain, etc. Donc pour l'alimentation. La culture secondaire, elle est normalement semée juste après la récolte de la première. Malheureusement, elle n'a pas le temps d'arriver à maturité parce que la saison n'est pas assez longue. Et donc, dans le cadre de ce projet, on travaille sur ce qu'on appelle le relais cropping qui vient ici implanter la deuxième graine 2 mois avant la récolte de la première, et donc on va profiter d'une saison de croissance beaucoup plus longue pour arriver à maturité sur une graine de tournesol, de cameline ou de soja qui pourra ensuite être triturée et hydrotraitée pour faire du SAF. Merci pour ces premières présentations, on va en reparler. Christelle Martinez, chez Dynamics, vous travaillez aussi sur les SAF, mais ça ne se passe pas dans les champs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les e-fuels, comment ça marche? Oui, bonjour. Chez Dynamics, donc filiale du groupe EDF, forcément, on travaille plutôt sur le côté électrofuel, électro-SAF, puisqu'on est donc un électricien. Et donc, nous, aujourd'hui, on développe des projets où on va, c'est du carburant de synthèse, comme le disait un intervenant précédent, où on va produire de l'hydrogène bas carbone renouvelable, donc qui n'émet pas de CO2, qu'on va synthétiser avec du CO2 qu'on récupère, donc du CO2 fatal, qu'on récupère chez des cimentiers ou autres, chez des industriels. Et cette synthèse nous permet de créer du e-fuel, du e-kérosène pour l'aviation, qui n'est pas émetteur de CO2. On a déjà un projet aujourd'hui en Pays de la Loire qui s'appelle TechCare, où on a l'ambition de produire un peu moins de 40 000 tonnes de CO2 par an, avec de l'hydrogène donc bas carbone et de la récupération de CO2 fatal, donc du CO2 RFNBO d'un cimentier, Lafarge. Donc on va récupérer 160 000 tonnes de CO2 par an pour synthétiser tout ça et pour créer du e-fuel qui demain seront en complémentarité. Je suis absolument d'accord avec vous. On n'est pas là pour se battre sur les différentes sources de décarbonation. Je pense qu'il y a un champ des possibles extraordinaire et c'est avec ce champ des possibles qu'on va pouvoir tous en complémentarité demain arriver à décarboner ce secteur-là. Merci Mathieu Piron, la transition est toute faite. Ce champ des possibles, ce qui veut dire beaucoup d'énergie différentes, beaucoup d'infrastructures différentes. Comment on prend ça en compte quand on travaille chez Aéroports de Paris ? Oui, bonjour à tous. Donc, Aéroport de Paris, c'est les aéroports Roissy, Orly, Le Bourget aussi, et puis des petits aérodromes en Île-de-France. Donc, nous, on est la version infrastructure qui accueille le trafic aérien. Et peut-être pour donner un chiffre, nos émissions de carbone sont principalement constituées des émissions au sol et décollage, atterrissage des avions à hauteur d'environ 60%. Et donc, nous, on se prépare à distribuer toutes les nouvelles énergies, que ce soit l'électrique, le SAF et demain aussi l'hydrogène, parce que vous disiez que c'est beaucoup plus long terme, effectivement, mais pour autant, il faut s'y préparer dès maintenant parce que la molécule est très différente. Et donc, notre challenge à nous, c'est d'anticiper et de mettre à disposition toutes ces énergies à tous les acteurs de l'écosystème. Voilà. À l'autre bout de la chaîne des aéroports, l'aérodrome de Jonzac en Charente, pas très loin d'ici. Charente-Maritime, hein, attention. Pardon, Non, oh là là, plaisante. excusez-moi. À l'échelle nationale, Je l'ai dit deux fois en plus. J'ai dit 2 fois. Expliquez-nous justement comment une petite plateforme comme la vôtre se projette dans l'avenir avec ces différentes technologies. Ben voilà, effectivement, c'est une difficulté, alors à une échelle différente, mais aussi complexe.
Nous, on est une petite plateforme en voie de développement. On est parti il y a 5 ans d'une page blanche, on va dire, 2 pistes en herbe. On a construit une piste en dur. On a effectivement créé une pépinière d'aéronautique pour des entreprises justement qui s'orientent vers l'innovation. Mais ça implique également effectivement de pouvoir être en capacité demain de suivre ces évolutions, de savoir nous à l'échelle de notre plateforme, on s'orientera plus pour tout ce qui est avion classique sur de la CS23 au grand maximum. Et effectivement de pouvoir structurer donc à la fois financièrement, donc le modèle économique à trouver aussi en face, de façon à proposer toutes ces nouvelles énergies. Aujourd'hui, on s'est orienté sur une première énergie pour faire vivre notre plateforme, donc au-delà de la 5L sur du jet A1. Effectivement, le jet A1 sera remplacé demain par des carburants, e-carburants beaucoup plus écologiques, donc le système de distribution sera certainement très identique. Par contre, quand on parle d'électrique et d'hydrogène, là, ça pose d'autres problèmes. Une plateforme comme la nôtre qui est en milieu rural, aujourd'hui, on a 4 entreprises qui sont installées, on a 1000 kVA qui distribuent notre réseau, on est déjà au maximum de la puissance. Donc ça veut dire qu'en amont, quand on sait qu'on va avoir des besoins en puissance électrique beaucoup plus importants, ça veut dire qu'il faut qu'on modélise, qu'on travaille avec Enedis, avec tous les gestionnaires de réseau, pour pouvoir renforcer, nous en amont, les réseaux haute tension, pour pouvoir distribuer, au-delà même de la production photovoltaïque, il faudra que les réseaux soient capables de restituer cette énergie et de la redistribuer, même en comment dirais-je, consommation collective. Donc tout ça, ça implique une volonté politique locale forte, avec des moyens, et effectivement des moyens aussi techniques pour pouvoir accueillir cette mutation. Et nous, effectivement, il faut qu'on soit à l'écoute, à la veille attentive, pour préparer notre master plan de développement sur les différents axes qui aujourd'hui ne sont pas encore complètement statués, mais se dessinent. Donc sur le maillage territorial, régional, national, les petites plateformes comme les nôtres auront leur rôle à jouer, mais avec des difficultés effectivement qu'il faut prendre en considération. Merci pour ce premier tour de table. On va parler de l'électrification dans un instant. Je voudrais qu'on creuse un peu le sujet des SAF, avec d'un côté une réglementation européenne très ambitieuse, une montée en cadence assez rapide, qui va nous amener à 6% de SAF en 2030, 34% en 2040, 70% en 2050. C'est, vu les volumes dont on parle, c'est énorme. Et en face, les compagnies nous disent 5% en 2030, c'est déjà très très ambitieux. Qu'est-ce qui, selon vous, quels sont les principaux freins? Est-ce que c'est la disponibilité, le prix, la concurrence des usages? Peut-être un mélange de tout ça. Qui veut se lancer? La question est pour tous les 5. Nicolas Joland. Moi, je vais peut-être débuter. En fait, c'est un peu tout ça. Alors, bien entendu, il y a la question du prix. La question du prix, ces carburants sont extrêmement chers. Ils sont extrêmement chers. On est non pas à des 20 ou 30%, on est des facteurs 2 ou 3 actuellement par rapport au coût des carburants actuels. Donc, c'est-à-dire que pour une compagnie aérienne, pour laquelle le carburant représente à minima 30% des coûts opérationnels, incorporer de façon massive ces carburants, c'est quelque chose qui est absolument pas anodin. Absolument pas anodin, notamment dans un domaine qui est extrêmement concurrentiel et avec des stratégies de hub, par exemple, qui peuvent poser des questions. La problématique, finalement, elle n'est pas forcément d'avoir une augmentation du prix du carburant, elle est d'avoir une augmentation du prix du carburant local, alors que mes concurrents qui ne sont pas au même endroit n'auront pas la même augmentation. Et ça, c'est une vraie question qui se pose, notamment au niveau européen actuellement. De dire cette obligation d'incorporation qui est mise en place par les textes européens, elle est sur le territoire européen. Donc pour les vols intra-européens, on va dire la question elle se pose pas forcément. Par contre, pour les vols en transit, les hubs par exemple, là on va avoir un renchérissement très important du carburant pour ces vols-là, avec une vraie question de compétitivité par rapport aux autres. Alors ce coût, finalement, il y a la notion de coût et qui va entraîner tout le reste après derrière. C'est-à-dire que s'il y a le coût qui est plus important, les compagnies aériennes, même si elles sont très ambitieuses, et on voit des compagnies comme Air France, KLM par exemple, qui a été même encore plus loin que cette obligation d'incorporation, en allant jusqu'à 10% en 2030, en fait, le marché, il reste un peu incertain. Et donc on peut dire, mais on a un peu l'œuf et la poule. S'il y a un marché qui est incertain, il n'y a pas d'investissement, ou il y a très peu d'investissement. Et s'il y a peu d'investissement, le carburant il n'est pas là, donc il reste encore plus cher. Il faut engrainer finalement ce cercle vertueux d'investissement dans des unités de production qui vont amener le carburant sur le marché, qui vont créer ce marché, etc., etc. Et pour ça, il y a bien entendu le côté finance, le côté soutien public, etc. Mais le soutien public, c'est pas uniquement de l'argent, c'est aussi
donner une direction claire et stable qui permette aux industriels de s'engager. C'est-à-dire, un industriel actuellement, et quel que soit son niveau, de la start-up au grand groupe, ce dont elle a besoin, c'est de connaître son marché et de savoir que son investissement il va être rentabilisé en tant de temps. Et ça veut dire une réglementation qui est stable, qui est fiable, qui n'évolue pas dans le temps, où on n'a pas de changement, dire un jour, bah tiens, tu peux utiliser telle ressource, ah bah non, demain tu peux pas. Et ça, c'est vraiment extrêmement important d'avoir cette vision-là qui leur permet de dire, ok, maintenant c'est clair, c'est stable, et je peux y aller en connaissance de cause et prendre ces risques-là. Merci d'avoir brossé le tableau principal. Christine Martinez. Allez, à moi. Les industriels ont besoin de signaux, je vous avez la parole juste après, les industriels ont besoin de signaux clairs, disait Nicolas Joland. EDF a pris des décisions d'investissement d'ores et déjà dans le secteur? Oui, par exemple, mais où je vous rejoins complètement, c'est que nous, donc, on est la filiale du groupe EDF spécialisée dans le développement de projets hydrogène. Dans l'hydrogène, on parle de mobilité, demain l'avion ou d'autres choses. On parle d'industrie, on parle de dérivés de l'hydrogène, donc des e-carburants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce nouveau marché, on a vraiment besoin d'avoir une vision claire. C'est pas tout à fait le cas, ça bouge encore un peu et c'est toujours un peu compliqué. Pour vous redonner cet exemple, hein, mes collègues qui développent des projets similaires, c'est pareil. Le projet de TechCare, c'est 600 à 800 millions d'euros d'investissement pour 40 000 tonnes de e-fuel produits par an demain. Donc ça veut dire qu'on a vraiment besoin, c'est très très capitalistique, la filière elle n'est pas mature, il faut encore qu'on apprenne sur le développement de comment on fait du e-SAF dans les meilleures proportions. On sait qu'on va s'améliorer, les rendements vont être meilleurs et l'électricité qu'on demande pour créer de l'hydrogène, on en aura peut-être un peu moins besoin demain, mais c'est vrai qu'on a quand même besoin d'avoir des partenaires financiers costauds à côté de nous, parce que même si c'est le groupe EDF n'investit pas tout seul dans ce genre de projet et on n'a pas la capacité d'investir dans 10 projets comme ça en France. Et on a besoin d'avoir des financements publics. On a tous besoin de s'engager dans cette décarbonation. Les e-fuels, 2 ou 3, c'est hyper ambitieux, parce qu'on sait que c'est quand même un peu plus cher que ça. C'est 2, 3, 4, 5 fois plus cher. On entend 3 à 5 fois plus cher, effectivement, par rapport à un kérosène classique. Donc, on a besoin, nous, d'optimiser nos process pour être plus efficaces demain dans la production d'e-fuel, mais on a besoin aussi d'accompagnement financier. Comme toute nouvelle filière industrielle qui se crée, les filières industrielles ont toujours eu besoin d'un coup de pouce. Moi, je viens du monde des énergies renouvelables. Quand on a lancé l'éolien il y a 20 ans de ça, eh bien, on avait besoin d'un coup de pouce pour créer une filière de développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, elle existe, mais sans un coup de pouce et sans un accompagnement public et sans des financements et des subventions, c'est très, très compliqué. Sylvain Delzon. Oui, donc, moi je vais avoir peut-être un apport sur la partie 2030, c'est-à-dire le biosaf qui sera produit dans les prochaines années. Là actuellement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un très très fort potentiel de production de biomasse à l'échelle de la France et de l'Europe. L'enjeu n'est pas là. Par contre, c'est la compétition pour cette biomasse. Et là, il va y avoir un arbitrage à faire. Et donc là, il va falloir discuter avec les pouvoirs publics pour savoir comment on utilise cette biomasse, laquelle de ces biomasses et pour faire quoi. Donc les plus grandes compétitions qu'on voit à l'heure actuelle, c'est avec une filière qui est déjà bien installée, qui se développe très très vite, c'est la production de biogaz, la méthanisation, qui déjà utilise et qui souhaite utiliser encore plus de biomasse agricole et forestière. Donc là, il va falloir arbitrer. Il y a aussi la compétition pour le biocarburant de deuxième génération qui est utilisé dans les voitures avec le gasoil XTL qui vient d'être autorisé en France il y a 3 semaines. Donc là, il y aurait des besoins qui pourraient être gigantesques. Donc il va falloir arbitrer et c'est cette compétition pour la biomasse. Il faut, je pense aussi, ce qu'on nous demande, c'est de regarder quelle est la voie la plus vertueuse d'un point de vue environnemental. Et c'est pour ça que dans le cadre de notre projet, ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder tout le cycle de vie, depuis l'utilisation du tracteur pour la production d'une graine jusqu'à son hydrotraitement pour faire du SAF. Quelle sera la voie la plus vertueuse? Et je pense que les pouvoirs publics trancheront à partir de là. Donc, est-ce qu'on est capable aussi de séquestrer du carbone dans les sols en produisant cette biomasse? Donc, nous, on a clairement essayé de quantifier cette séquestration carbone en utilisant des capteurs qui sont installés non pas sur les avions, mais sur les semoirs des agriculteurs et qui, en fonction des pratiques qu'ils utilisent, nous permettent de quantifier le
le carbone qui est soit relâché dans l'atmosphère, soit séquestré. Et donc nous, on est parti sur plutôt des voies en agroécologie qui permettent, comme le relais cropping, de séquestrer du carbone dans les sols. Et c'est à ce titre-là que ça nous permettra peut-être de dire que cette voie elle sera plus vertueuse qu'une autre. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des voies, mais voilà. Mathieu Piron, Jeannie Cobier. Je rejoins tout ce qui a été dit précédemment. Il y a tout un tas de facteurs qui font que la filière est en train de... prend un peu de retard, pour être clair, par rapport aux objectifs des mandats d'incorporation, en tout cas. Même si c'est déjà une réalité, puisque si on regarde au Bourget, on distribue déjà du SAF. Air France, on consomme, tu le disais, Nicolas. Et les taux d'incorporation de SAF au Bourget, c'est 30%. C'est Total et WFS qui distribuent. Pour autant, il n'y a pas assez de volume. Et un des gros points, je suis d'accord que, de notre point de vue, c'est surtout la bancabilité des projets. Et là, c'est effectivement, il faut des soutiens publics. Parce que ce qu'on voit, c'est que même quand il y a des engagements de compagnies, d'achat long terme, de volume, ça ne suffit pas à faire émerger des projets qui sont dans des capex impressionnants de l'ordre du milliard. ADP s'est positionné d'ailleurs sur cette activité de production. Et nous, notre maigre action, effectivement, c'est d'essayer d'initier la filière en investissant soit dans des projets localement en tant qu'investisseurs, soit dans des holdings qui elles-mêmes, des sociétés comme LanzaJet, qui vont aller développer des projets. LanzaJet, en l'occurrence, donc du SAF Alcohol to Jet. Donc deuxième génération, entre guillemets, pas ISAF. Et voilà ce qu'on essaye de faire, nous aussi, à notre échelle, pour financer tout ça. Jeannie Cobier. Alors nous, pour le SAF, on n'est pas directement concerné. On est une petite plateforme, donc il n'y a pas d'aviation commerciale. Pour autant, on reçoit des turbopropulseurs et des turboréacteurs, donc on a du jet A1. Alors on ne sera pas effectivement ceux qui seront, distribués en SAF de suite. Pour autant, effectivement, il faudra trouver des solutions alternatives à ce carburant. Et donc, j'attends vos réponses. Moi, je ne l'ai pas pour l'instant, mais je suis à l'écoute. Je prolonge la question. Si on part du principe que je suis une compagnie aérienne qui a beaucoup de moyens, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais j'ai les moyens de me fournir en SAF, est-ce que j'ai suffisamment de SAF disponible sur le marché aujourd'hui pour remplir mes avions ? Alors sur le passage à 2030, oui, parce qu'en fait, actuellement, on a une technologie qui est mature, on en parlait tout à l'heure, c'est l'hydrotraitement des huiles végétales, qui est basé principalement sur l'utilisation d'huile usagée ou de graisse animale, et ce sont des technologies qui sont assez classiques dans le raffinage. C'est l'hydrotraitement qui existe déjà, avec un acteur français, Total Energy, qui a beaucoup investi, à Grandpuits, à la Med, avec des unités de production, qui a sécurisé un approvisionnement, notamment en graisse animale, pour éviter toutes les questions d'import d'huile usagée en provenance de Chine et puis des concurrences aussi sur ces produits-là. Donc le passage à 2030, c'est quelque chose qui va se faire. D'autant plus que cette voie, alors je vais être un petit peu technique, on a le droit d'utiliser ce qu'on appelle le coprocessing, c'est-à-dire qu'au lieu de dire je vais investir dans une unité dédiée qui va traiter de l'huile pour être mélangée ensuite à du carburéacteur, on autorise l'incorporation de l'huile en entrée de raffinage. C'est-à-dire qu'en fait, on va mélanger directement l'huile avec le produit et on va traiter le tout dans l'outil de raffinage classique. Donc ça veut dire qu'en utilisant les raffineries actuelles, avec très peu de modifications et très peu d'investissement, on est capable d'ores et déjà d'incorporer ces carburants. La question, c'est l'étape d'après. Parce qu'en fait, les huiles, et notamment ces huiles usagées, elles sont extrêmement limitées en termes de volume. Et si on veut aller passer la deuxième étape, notamment en Europe, de RefuelEU, qui est donc, comme vous le disiez tout à l'heure, un objectif de 20% en 2035. Là, le simple utilisation des huiles usagées n'est plus suffisante parce que le marché il va se tendre. On sent qu'il y a des volontés en Chine, par exemple, de monter en puissance. Ils font exactement comme ils ont fait sur la voiture électrique. Au lieu de dire je vends du lithium, ils ont vendu des batteries. Au lieu de vendre des batteries, ils ont vendu des voitures. Ils se sont dit, au lieu de vendre des huiles usagées, pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas nous-mêmes des SAF qu'on irait vendre, etc. Donc il commence à y avoir vraiment des tensions sur cette matière première. Et là, les deux voies dont on parlait tout à l'heure, elles sont nécessaires. La première, c'est élargir le spectre des ressources oléagineuses en allant chercher d'autres ressources qui respectent tous ces critères de durabilité, qui ne sont pas en concurrence avec l'alimentaire, etc. Donc tous les travaux qui sont faits au niveau agroécologie. Et la deuxième, c'est de trouver de nouveaux procédés de production qui vont utiliser d'autres ressources, soit de la ressource cellulosique, soit de l'électron bas carbone. Sylvain Delzon, vous avez un peu de pression sur les épaules là, pour être prêt en 2030. Mon voisin a tout dit, je suis complètement en accord avec ce qui vient d'être dit, donc je vais juste apporter une précision. Je crois que dans le cadre de notre projet, ce qu'on essaye d'apporter, c'est justement de la traçabilité et une production locale.
et essayer d'arrêter d'importer de l'huile usagée par tanker depuis la Chine. Je crois que c'est ça qui est le plus gros enjeu. Même pour 2030, je dirais, on va essayer déjà d'approvisionner ces différentes usines avec de l'huile végétale produite sur le territoire français et tracée. Voilà. Sinon, Un court complément, Christelle Martinez. C'est pareil pour les ISAF, où je suis absolument d'accord avec vous. Et d'ailleurs, la réglementation européenne, elle impose tant de carburant d'aviation durable, dont ISAF, parce qu'on sait bien que demain, ça sera la complémentarité des deux. Et nous, on utilise du CO2 biogénique, donc du CO2 fatal qu'on va capturer, qu'on va réutiliser et non pas séquestrer, parce que c'est notre process. Et d'abord, on le fait effectivement à proximité. Et ça, aujourd'hui, les estimations de CO2 biogénique, c'est 25 millions de tonnes de CO2 biogénique disponibles par an. Et quand je vous dis que sur TechCare, on utilise 160 000 tonnes, on a quand même, pour passer 2035 et même un peu plus, aujourd'hui, on n'est pas inquiet sur la matière. Sur le CO2 disponible. Ça marche. Je voudrais sauf s'il y a encore une réaction sur les SAF, mais qu'on parle de l'électrification des avions électriques. En me tournant vers vous, Mathieu Piron et Yannick Aubier, ce passage électrique qui est aussi dans les années prochaines, qu'est-ce que ça pose comme défi à des plateformes aéroportuaires ? Je crois que ça a été un peu mentionné, c'est-à-dire que le dimensionnement des tuyaux qui arrivent sur nos plateformes, quoi, tout bêtement, hein, effectivement, pour des grosses plateformes comme Roissy ou Orly, c'est un x3, si on commence à électrifier toutes les activités sol qui sont finalement très polluantes, de nos prestataires, de nos partenaires, des assistants en escale et autres. Et puis, si demain on accueille un trafic électrique, alors ce qui n'est pas trop le cas des plateformes de Roissy et Orly, puisque ça s'y prête moins, mais de nos aérodromes sur lesquels effectivement on teste beaucoup de choses et on s'y prépare, c'est la même chose, il faut travailler en amont et ça prend beaucoup de temps pour pouvoir accueillir ces nouvelles... Pour vous donner une idée, nous, on va multiplier par 6 la puissance qui dessert l'aérodrome de Jonzac et ça fait 3 ans qu'on travaille avec Enedis sur la modélisation. On est à une enveloppe de 600 000 €. Voilà, pour vous donner une idée. Donc c'est une collectivité territoriale qui porte le projet. Donc heureusement, elle a une certaine richesse, mais imaginez d'autres aéroports, enfin du moins aérodromes, pardon, qui sont dans le même cas de figure. La volonté politique, les pouvoirs publics doivent effectivement prendre la pleine conscience aussi de ce que ça peut représenter, et des enveloppes et des impacts territoriaux. Parce que ces aérodromes-là, ils seront aussi là demain en soutien pour les grandes métropoles et pour ce fameux maillage, puisqu'on parlait tout à l'heure de CS23, mais on a des acteurs comme Aura Aero, Volta Aero, qui seront certainement utilisés pour mailler ces territoires-là. Et ils auront besoin de points de chute. Pour un aérodrome comme le vôtre, en Charente-Maritime, qu'est-ce que l'électrification de l'aviation légère peut dessiner comme opportunité ? Quelle ligne, quel type de fonction on pourrait avoir ? On est aussi des plateformes, on est des outils de développement économique. On parle, comment dirais-je, d'innovation. Faut savoir que c'est toutes ces startups qui sont ici en incubateur ou en pépinière ont aussi besoin de pouvoir éprouver leur système. Donc les petites plateformes sont aussi là pour le faire, avec un trafic aérien qui est beaucoup moins important. Mais il faut effectivement qu'on ait sur place les outils, les puissances nécessaires pour pouvoir justement répondre à leurs besoins d'essai et de tests à éprouver. Nicolas Joland, Mathieu Piron, peut-être sur l'avion électrique, sur quels segments seront concernés et à quel horizon on se projette ? Alors, faut garder en tête un élément fondamental. L'ennemi de l'aviation, c'est le poids. Et c'est fondamental par rapport aux autres transports comme le maritime ou le terrestre. Chaque gramme compte dans un avion. Et donc ce qui pose question actuellement sur les avions électriques, c'est le poids des batteries. Ces batteries en termes d'efficacité énergétique, donc en watts par kilogramme, pour l'instant, elles ont fait d'énormes progrès, mais elles restent encore beaucoup trop lourdes par rapport aux usages dont on a besoin en aérien. Et c'est ça qui va nous limiter. On donne un exemple un petit peu marquant. Si vous prenez un 320 actuel, voilà, une liaison typique Paris-Toulouse ou chose comme ça, vous voulez lui faire la même mission qu'un aéronef fonctionnant au carburateur,
avec des batteries au top du top de ce qu'on estime actuellement possible dans les 10 ans à venir, il faudrait embarquer entre 150 et 180 tonnes de batterie pour un aéronef qui en masse maxi au décollage est aux alentours de 85 tonnes. Donc c'est-à-dire que si vous enlevez les sièges, le pilote, les passagers, etc., rien que le poids des batteries, vous n'arrivez pas à décoller. Donc c'est quelque chose. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème, mais néanmoins, ce qui est comme extrêmement important quand même de rappeler, c'est que dire on va commencer par les petits aéronefs, c'est absolument pas une preuve de faiblesse, c'est absolument pas un aveu d'échec. C'est dire la situation, la technologie, elle est ce qu'elle est. Donc on prend les applications qui existent actuellement. Et il y a tout un foisonnement On voit dans la région effectivement voilà, énormément exactement. d'acteurs qui se positionnent et en Occitanie également sur ce segment. Exactement. Et ça nous permet, voilà, on peut citer des aéros par exemple, où nous on fournit des briques technologiques, des moteurs électriques, choses comme ça. Ça nous permet de valider ces technologies-là. Ça permet d'engranger de l'expérience, ça permet de monter en compétence, ça permet de diminuer les coûts et ça permet de suivre ces évolutions de technologies batterie qui, au fur et à mesure de leur évolution, vont nous permettre de monter en gamme en termes de taille d'aéronef. Tous ces briques électriques, elles permettent aussi de préparer le futur aéronef hydrogène avec toutes les questions de propulsion électrique qui pourraient se plugger sur un usage en pile à combustible, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses qui se développent et qui, petit à petit, en fonction de l'avancée des technologies, des gains en poids, des gains en efficacité énergétique, vont nous permettre de monter en taille d'aéronef au fur et à mesure. Une réaction, Christelle Martinez, rapidement. Une petite rédaction sur, là je vais peut-être prendre ma casquette EDF et non pas seulement Inomics, sur tout ce qui tourne autour de l'électricité et puis les besoins qui arrivent demain. Nous aujourd'hui EDF, on a un plan, on a un nouveau plan industriel qui s'appelle EDF 2035. On a la volonté, excusez-moi pour ma voix, je suis désolée, où on a volonté d'accompagner l'évolution des usages par de l'usage électrique en remplacement des usages fossiles. Et effectivement, dans l'aviation, c'est le sujet de demain. On a pris des parts dans Aura Aero, par exemple. On travaille avec Beyond Aero pour le futur avion hydrogène demain. Donc, on s'intéresse à ces sujets-là. Et notre ambition, c'est de demain, à l'horizon 2035, avoir 150 TWh de nouveaux usages électriques en remplacement d'usages fossiles. Donc, tous ces usages-là, on s'organise pour pouvoir déjà apporter la molécule, l'électron, donc avec l'énergie nucléaire et ENR qui est, on le disait en préambule, nos intervenants tout à l'heure le disaient, on a une force en France qui va nous permettre d'avoir de l'énergie bas carbone et de l'électricité bas carbone pour répondre à tout ça. Et sur tout ce qui est raccordement et puis approvisionnement. Le sujet de demain, c'est l'optimisation et la flexibilité. Demain, on n'utilisera pas l'électricité comme ça. On ne dira pas j'ai besoin de 400 kilos, donne-moi 400 kilos, mais peut-être que vous en aurez 300 parce qu'on aura optimisé, qu'on aura rendu cet apport flexible. Et c'est des sujets vraiment sur lesquels on travaille pour rendre le meilleur service possible demain parce que c'est un vrai sujet de préoccupation, on est d'accord. On va prolonger ces échanges. On a bien compris que le multi-énergie était la piste à suivre. Pour autant que ce soit les SAF, l'électricité, l'hydrogène. Aujourd'hui, on est entre nous, entre gens de la filière aéronautique et spatiale. Mais le monde aérien n'est pas en vase clos. Il y a le routier, le maritime, l'industrie, il y a le bâtiment. Tous cherchent à se décarboner. Avec tout ou partie de ces énergies-là, est-ce qu'à un moment, il va falloir arbitrer les usages, à partir du principe qu'il n'y en aura pas pour tout le monde? Question simple. Bah, tu t'es abordé tout à l'heure. Oui. Enfin, je veux dire, comment dire, on a une somme de besoins d'énergie décarbonée au sens large, et puis on a un pool d'énergie disponible, biomasse, électricité bas carbone, etc., etc. Et toute la question, elle est de se dire comment est-ce qu'on fait matcher tous les deux. Et donc c'est en ça que cette tendance elle est assez intéressante, c'est-à-dire que l'aéronautique qui pouvait avoir tendance à être un peu fermée sur elle-même en disant bah nous de toute façon c'est les carburants liquides, la dernière goutte de pétrole sera dans un avion, etc., etc. C'est plus du tout le cas, c'est plus du tout cette vision-là, c'est une vision de dire voilà, nous on doit se placer comme un utilisateur comme les autres, de ces énergies bas carbone, avec des contraintes qui ne sont pas forcément celles des autres. Chacun a ses contraintes, et ensuite on doit regarder. Et tout à l'heure, tu parlais notamment d'efficacité, ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire toutes les énergies
ne se valent pas dans tous les usages. Il y a des énergies qui sont plus adaptées à d'autres. Là, j'ai travaillé pendant 15 ans plutôt côté domaine terrestre, à l'Institut français du pétrole, où j'ai développé des filières biocarburants pour le transport terrestre, par exemple. Voilà, on peut se poser la question de dire, est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre de l'éthanol dans un petit véhicule urbain alors qu'un véhicule électrique est beaucoup plus efficace ? Énergétiquement parlant. Je ne parle pas de l'usage, je parle purement énergétiquement. De même faire du biogaz pour mettre dans une chaudière à gaz, c'est beaucoup moins efficace énergétiquement qu'une pompe à chaleur. Donc il y a des choix, des arbitrages entre guillemets énergétiques. Sachant que derrière, ces arbitrages, ils doivent aussi prendre en compte les aspects sociétaux, bien entendu. On ne va pas dire à tout le monde, demain, je suis désolé, vous arrêtez vos feux de bois, c'est inefficace, vous arrêtez le feu de cheminée, ça ne marche pas, et vous passez tous à la pompe à chaleur électrique. Donc tout ça, ce sont des choix qui doivent être arbitrés dans leur ensemble, au niveau politique, à haut niveau, en disant, voilà, telle ressource doit aller plutôt à tel secteur par rapport à un autre. Merci Nicolas Jolant, Sylvain Delzon, et puis les autres, je vous laisse réagir. Oui, pour la partie biomasse particulièrement, les biosaf, nous on utilise le terme défossilisation par rapport à l'électricité qui décarbone, parce que nous ce qu'on produit c'est du carbone, mais la plante fixe le CO2 atmosphérique et puis on le rebrûle dans un réacteur et donc il est relâché, mais on ne rajoute pas de CO2 dans l'atmosphère. Donc on dit qu'on défossilise puisque finalement tout ça c'est du carbone. Donc sur la partie défossilisation, voilà, il y a différentes façons d'utiliser la biomasse agricole ou forestière pour produire de l'énergie. Je l'ai dit, il y a le biogaz, il y a les biocarburants pour les voitures avec le XTL, il y a les SAF. Et donc vraiment l'enjeu majeur, je le répète, c'est de trouver la voie la plus vertueuse d'un point de vue environnemental. Pour regarder et surtout le cycle de vie de cette production-là. Et actuellement, sur les plusieurs centaines de milliards de tonnes de biomasse qui sont produites en France par l'agriculture française, déjà il y a 40% de cette biomasse qui revient au sol, qui est là pour nourrir le sol. Ce qui fait qu'on a de la matière organique dans les sols qui permet d'avoir une fertilité, qui permet d'avoir aussi une rétention d'eau, de limiter les sécheresses. Donc il y a aussi cette compétition-là entre laisser assez de carbone revenir au sol et ne pas exporter tout le carbone. Et donc là, je vais donner une piste et un avis un peu plus personnel sur le fait que, par exemple, quand on produit de l'huile avec des oléagineux, on n'extrait que la graine de la parcelle et on broie l'intégralité de la plante qui revient au sol et qui permet donc de séquestrer du carbone. Donc on produit de la biomasse, on séquestre du carbone et on n'extrait que la graine qui est majoritairement constituée d'huile. Et là, on utilise. Donc là, ça semble beaucoup plus vertueux que d'autres voies, par exemple, où on exporte l'intégralité de la plante. Merci Sylvain Delzon. Une réaction très rapidement, parce que j'ai un dernier sujet à vous soumettre. Un petit point de comparaison avec les e-fuels dans le domaine maritime. Aujourd'hui, on parle d'e-fuels dans le domaine aérien et dans le domaine maritime. Il faut savoir que la réglementation européenne impose au domaine maritime des diminutions de gaz à effet de serre. Dans l'aérien, c'est de la production d'ISAF, c'est pas tout à fait la même chose. Dans le maritime, aujourd'hui, le GNL fait le job pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait que, il me semble que le maritime a un peu plus le temps pour aller chercher pour mon cas, du ISAF, alors qu'il y a une maturité qui me semble un peu plus forte dans le domaine de l'aérien. Il y aura donc des arbitrages politiques complexes. Un autre paramètre clé dont on n'a pas parlé pour décarboner le trafic aérien, c'est le trafic aérien lui-même, le volume. La question, le renchérissement du prix du billet avec les projets de taxation dont on a parlé ce matin, avec le coût du SAF qui est 3 à 5 fois supérieur. Est-ce que ça, à terme, c'est un paramètre qui peut jouer sur le prix du billet et donc sur le trafic? Mathieu Piron, comment ces paramètres-là sont pris en compte par un groupe comme ADP? La taxation du billet, c'est un sujet classique qui dure depuis très longtemps. Nous, on n'a pas de sujet avec ça, si ce n'est qu'il faudrait idéalement que ça soit fléché vers la décarbonation du secteur, parce qu'effectivement, ça peut être vertueux finalement, cette taxation additionnelle. Et après, le trafic, on a vocation à accueillir le trafic qui existe. Donc effectivement, si demain le trafic décroît, on n'est pas là pour encourager la croissance du trafic non plus. Encore une fois, je pense que les nouvelles énergies qui peuvent arriver complètement décarbonées,
décarboné, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'hydrogène, mais il y a quand même le SAF réémet du CO2, comme vous le disiez, mais l'hydrogène, c'est un peu différent. Et donc ces trafics-là peuvent finalement avoir une empreinte carbone peut-être même négative à terme, et donc pourront finalement avoir un effet net sur l'augmentation du trafic versus l'apparition de cette nouvelle technologie, peut-être neutre. Juste, je voudrais réagir par rapport à ce qui a été dit ce matin sur les 4 vols dans une vie. Même si on décide de ne voler que 4 fois, donc je participe notamment aux réflexions du Shift Project, donc je connais très bien la personne qui a proposé, qui a fait cette suggestion, Jean-Marc Jancovici. Même si on ne vole que 4 fois, si on n'utilise pas de SAF, on n'atteindra jamais le net zéro. Donc il faudra aussi utiliser dans ces 4 vols, je ne sais pas si c'est aller-retour ou pas, mais dans ces 4 vols, il faudra aussi utiliser du carburant défossilisé ou décarboné si c'est un avion électrique. Nicolas Jolant. Il est clair que à un moment, quand le carburant est plus cher, il y a forcément quelqu'un qui doit payer, ça c'est sûr. Une fois de plus, l'industrie aéronautique n'a absolument pas comme discours de dire bah non, ça doit être totalement neutre, etc. Et ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact et le prix du billet va augmenter. Est-ce que c'est quelque chose qui est absolument critique? Ça, on y travaille notamment pour travailler sur ce qu'on appelle cette élasticité. Comment est-ce que le prix du billet impacte la demande? Et bien entendu, en fonction des secteurs, ce ne sera pas le même. Low cost, ça ne va pas être du tout pareil que des vols long courrier, etc. Cet impact-là, il va être là. Par contre, le gros intérêt que l'on voit sur ces carburants durables, c'est que finalement, si on veut avoir cet effet, si on veut volontairement augmenter le prix du billet pour limiter les vols, pour essayer de limiter un petit peu certains vols qui pourraient être considérés comme superflus, bon, après tout est relatif, autant le faire par cette incorporation de carburant durable, parce que là on aura les 2 effets. Une taxation, purement et simplement, n'a entre guillemets que cet effet, et encore à valider, de diminution des vols. Par contre, la décarbonation, incorporer ces carburants, on aura ces 2 effets-là, sachant qu'on n'a pas parlé d'un autre effet en plus, qui sont les effets hors CO2, les fameuses traînées de condensation, où en plus, avec ces carburants durables, on pourra avoir un effet de réduction de ces effets-là. Donc on a tout bénéfice à déployer les SAF rapidement. Chanique Aubier, Christelle Martinez, pour un mot de la fin, on va garder quelques minutes pour les questions, si vous avez très rapidement. Bien, pour un aérodrome comme le nôtre, le coût du carburant il a un impact aussi sur les aéroclubs également, au-delà des entreprises qui en ont besoin aussi pour leur activité professionnelle. Mais on veut créer des vocations, on veut attirer des jeunes sur la filière, ça passe aussi par les aéroclubs. Et le coût de cette énergie, il en va de la survie de ces aéroclubs. Et c'est important, quelle que soit l'échelle de la plateforme ou de l'usage, du type d'aéronef et la taille de l'aéronef, le coût du carburant restera effectivement une problématique. Très rapidement, puisque tout a été dit. Juste un petit point, comme ça a déjà été dit, il faut initier les projets aujourd'hui pour délivrer du carburant durable en 2030-2035. Donc, effectivement, on a pris peut-être un peu de retard, mais aujourd'hui, les projets, il faut les lancer maintenant, parce qu'on ne sera pas au rendez-vous de la décarbonation. Et en vieille énergéticienne que je suis, je pense qu'on a tout intérêt, tous, à travailler sur cette décarbonation des transports, que ce soit maritime, terrestre ou bien évidemment aérien. Merci à tous les 5. On n'a pas pu approfondir tous les sujets, évidemment, mais on a quelques minutes pour des questions de la salle, s'il y en a. Oui, monsieur, je vais vous demander de vous lever, qu'on puisse vous voir, parce qu'il y a des internautes qui vous voient en streaming, ils aimeraient vous admirer sous toutes vos mensurations. Merveilleux. Magnifique. J'aurais pu mettre la veste jaune. Vous avez mis la chemise à caractère publicitaire en plus, donc c'est bien. Il faut être visible. En tout cas, merci à la Tribune d'organiser l'événement et dont nous sommes un tout petit et modeste partenaire. Elixir Aircraft, on fait des avions de formation à La Rochelle. Donc on est un petit acteur de cette aviation commerciale, mais néanmoins relativement important parce qu'il faut bien mettre des équipages dans les cockpits. Et aujourd'hui, il y a une forte tension de ce côté-ci. Je voudrais revenir très rapidement sur les SAF pour savoir si il y avait des questions concernant l'essence. Parce qu'aujourd'hui, les avions de formation ne votent pas au jet, mais volent avec de l'essence sans plomb. Et nous avons des initiatives en Corac pour pouvoir faire évidemment des avions qui vont brûler du jet avec de la turbine, mais c'est des gros développements pour des entreprises comme les nôtres qui vont prendre du temps. Et aujourd'hui, on a un moteur et un avion qui déjà décarbone à 70%, ce qui vole aujourd'hui, ce qui est important. Mais si on pouvait mettre du SAF de type essence, là on atteindrait des niveaux très très importants. Ça nous intéresse beaucoup. Merci beaucoup.
Alors, là, il y a deux voies possibles. La voie qui est de dire comment est-ce qu'on remplace une 100 LL ou de l'essence aviation, de l'avgaz, par un carburant d'origine bio ou d'origine renouvelable. Ça, il y a des travaux qui sont menés avec... techniquement, on sait comment faire. Après, la question, c'est est-ce que le volume est suffisant pour industrialiser et pour faire une production spécifique pour ces volume qui reste faible. Après, il y a une deuxième solution, là c'est un truc qui me tient un petit peu à cœur. Il y a une petite société qui s'appelle Neofuel, avec laquelle je collabore, et qui justement a pris les choses à l'envers en disant regardons plutôt ce qu'il y a sur le marché, ce qui existe comme carburant décarboné du type essence, notamment du superéthanol et des choses comme ça, et regardons comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'aviation légère. Et donc il y a tout un travail qui est mené actuellement pour, entre guillemets, défricher le sujet et faire en sorte qu'on puisse, dans les années à venir, utiliser ces carburants. C'est un exemple de synergie qu'on aurait avec le transport terrestre, par exemple, pour valoriser ça. Donc c'est une société qui est très intéressante moi je suis très heureux de collaborer avec elle. Oui, juste à rajouter que sur le bioéthanol ou le super bioéthanol 100%, on est déjà sur un taux d'importation de matières premières qui est plus de 50%, donc il y a déjà une forte contrainte sur la filière. Donc bon, pourquoi pas, mais c'est généralement produit à 40% avec de la betterave, 40% avec du colza. On peut utiliser aussi du blé, bien sûr, du maïs, mais pour le moment, on va dire qu'on importe pour suffire aux besoins de l'automobile déjà. Une autre question, n'hésitez pas. Un courageux ici. Merci de vous lever et on vous passe le micro tout de suite. Bonjour, j'ai deux questions sur le SAF. Quelle est la différence dans la production de CO2 entre un avion qui vole au SAF et un avion qui vole au Jet A1 ? Est-ce que ça peut se quantifier ? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut imaginer un jour une production de SAF totalement locale, c'est-à-dire pas seulement la biomasse, mais le produit fini ? Alors, sur les émissions de CO2 en sortie avion, c'est quasiment la même chose. Simplement parce que, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'intérêt d'ailleurs de ces filières-là, c'est qu'on fait un carburant qui est exactement le même que le carburant actuel. Ce qui nous permet d'ailleurs d'utiliser les mêmes infrastructures, les mêmes aéronefs, etc. Vous pouvez d'ores et déjà actuellement utiliser n'importe quel avion dans le monde, un hélicoptère, etc., avec jusqu'à 50% de ces carburants durables sans aucun changement et sans même que vous le sachiez. Donc ça veut dire que le carburant, physiquement, au niveau moléculaire, c'est la même chose qu'un carburant classique. Donc en termes d'émissions de CO2, ça va être pareil. Sauf que la différence, c'est que le CO2 émis par un avion fonctionnant en carburant fossile, il est prélevé de la Terre, ce carbone pour être accumulé dans l'atmosphère, alors qu'en fonction de ces biocarburants, il est capté par la plante pour être transformé. Donc de façon optimale, sur l'ensemble du cycle de vie, on pourrait avoir un cercle complètement vertueux de 100%. Dans les faits, c'est jamais ça, parce qu'il y a différentes étapes de récolte, de culture, etc., des intrants, des engrais, etc., qui font que le bilan, il n'est pas 100%, il va dépendre de certaines filières, et puis là, tu peux en parler beaucoup plus que moi. Tu as tout dit, je crois. Je dirais que la partie qu'il faut réduire la plus, c'est les intrants, notamment les fertilisations des cultures avec de l'ammonitrate. Donc là, il y a aussi des compagnies qui travaillent sur la défossilisation de la production d'engrais. Il faut utiliser aussi des carburants vertueux dans les tracteurs. Donc c'est là qu'on essaye de travailler sur tout le cycle de vie. Et il y a beaucoup de voies, il y a différents types de cultures. Donc la réponse est difficile à donner pour savoir si on défossilise de 60 à 90%. Ça dépend de la culture, ça dépend de la façon, de la pratique agricole qui est menée pour produire cet oléagineux. Et si on parle de biomasse, c'est un petit peu, de biomasse ligneuse, c'est-à-dire de résidus forestiers ou de production de miscanthus. Là encore, on a une efficience de transformation qui est différente et c'est encore plus compliqué à calculer pour le moment. On prend une dernière question. Ah, vous étiez juste en train de vous recoiffer, j'ai cru que c'était... Il y avait peut-être une deuxième question de monsieur, je crois, c'est ça, sur le côté projet local. Je pense qu'il y a un vrai intérêt et une opportunité à développer ça sur le projet de Take Care qu'on développe en Pays de la Loire. Le CO2 fatal qu'on va capturer et utiliser, donc réutiliser pour notre process, il sort d'une cimenterie qui a qui a 30 km. Donc on est vraiment sur de la production d'e-fuel et d'e-kérosène sur site et local,
avec des retombées économiques locales, la création d'emplois sur le territoire, effectivement.